alors on va continuer. On va faire l'exercice suivant. Alors, vous arrivez à voir mon écran? Oui, Très bien. Donc, la dernière fois, on avait fait le TD concernant les 6 algorithmes qu'il fallait développer pour voir si un nombre est premier ou pas. D'accord? Et puis, on avait donc récapitulé de cette manière-là. Donc, on avait proposé 6 algorithmes. Alors, ensuite, on a fait un comparatif. Donc, le nombre maximum d'itérations. Hein, donc, on a calculé, parce qu'on avait donc une boucle à chaque fois. On avait trouvé le nombre maximum d'itérations. Et donc, on avait déduit la complexité. Et ensuite, le nombre réel d'itérations. On a pris un exemple, n égale à 990181, et on avait calculé. C'était pour voir justement la différence entre l'ordre n et l'ordre racine carrée de n. Et donc, on avait bien remarqué que l'ordre, c'est à ce moment-là qu'il change. Tant que c'est le même ordre O de n, on avait à peu près le même nombre de chiffres comme opération réelle, comme nombre d'itérations réelles. Voilà, donc dès que l'ordre change, là, le nombre de chiffres se réduit énormément. Et donc, c'est quelque chose à voir. C'est-à-dire que là, ce qu'on a fait entre A1 et A2, on a fait quelque chose de bien, puisqu'on avait réduit le nombre d'itérations de moitié. Hein? N-2 et N divisé par 2, donc ça fait quand même quelque chose d'intéressant. Ensuite, quand on est passé à A4, pareil, on a divisé par 4 le nombre d'itérations. Sauf qu'on reste au niveau du même ordre. Par contre, quand on a trouvé A5 et A6, là, on a vraiment changé d'ordre. Et c'est ça qu'il faut vraiment retenir. Donc, quand on améliore un algorithme, il faut essayer d'améliorer beaucoup plus sa complexité. Alors, aujourd'hui, on va voir un peu toujours ces fonctions mathématiques qui expriment les complexités. Et on va voir justement comment elles se comportent. Alors, la première question, c'est de calculer, parce que c'est vraiment important, on s'en sert à la première question, on s'en sert de ces calculs pour établir justement les tableaux qui suivent. Et donc, au niveau de cet exercice, on demande de convertir l'heure, le jour, etc. en secondes. Donc, une heure, on sait bien que c'est 3600 secondes, donc ça fait 3,6 puissance 3 secondes. Un jour, c'est donc une heure multipliée par 24. Donc, on obtient ce résultat-là, c'est-à-dire 86 400 secondes, qu'on peut exprimer comme 8,64, 10 puissance 4. Alors, une semaine, c'est en principe un jour multiplié par 7. Donc, vous voyez que c'est des résultats qui sont un peu approximatifs. Et donc, une semaine, quand on fait ce calcul, on obtient 604 800. Donc, vous voyez, déjà, on augmente au niveau de l'ordre. Et ça nous donne à peu près 10 puissance 5. Donc, vous voyez, une semaine, c'est de l'ordre de 10 puissance 5 secondes. Donc, vous voyez que ça augmente. Un mois, c'est... Alors, un mois, bon, il y a plusieurs manières de le calculer. On peut le calculer comme un jour multiplié par 30. C'est mieux qu'une semaine multipliée par 4. Et donc, on trouve 2 592 000 secondes qui s'expriment en 2,59, 10 puissance 6 secondes. Alors, une année, c'est 12 fois le mois. Donc, on trouve une puissance de 7. Un siècle, c'est 10 puissance 9. Et un millénaire, c'est bien sûr 10 puissance 10.
Voilà. Donc, c'est des calculs qui sont faciles à faire. Alors, on les utilise juste pour un peu évaluer le temps d'exécution de certains algorithmes, avec certaines complexités, bien entendu. Alors, ce qu'on nous demande de faire ici dans ce tableau-là, on suppose qu'on a 7 algorithmes, A0, A1 jusqu'à A6, avec des complexités respectives de log n, racine carrée de n au carré, n au cube, n à la puissance 4 et 2 puissance n. Et on suppose qu'on a une machine qui exécute une unité de temps en 1 milliseconde. Ce qui fait pour calculer, alors tout ça c'est des calculs qu'on a fait. Tout ça c'est les calculs qu'on a fait. Alors comment par exemple faire ce premier calcul? Ça c'est tout simplement remplacer n par 10. Pourquoi? Parce que la complexité, alors il ne faut pas oublier que ici il s'agit de complexité temporelle. Donc c'est le temps. Voilà. Alors, non. Alors, je vais reprendre. Voilà. Alors. Donc, ici, la complexité, puisqu'il s'agit de temps, donc c'est la complexité temporelle, donc elle exprime le temps. Voilà. Donc, tout ça, elle exprime le temps comme une fonction mathématique. C'est la complexité théorique, il ne faut pas l'oublier, pour chacun de ces algorithmes en fonction de la taille qui est n. Et donc, si on veut calculer ce temps-là, on va tout simplement remplacer le n ici par 10 et on obtient ça. Mais on multiplie aussi par la milliseconde. Donc, ça va faire multiplier par 10 puissance moins 10, ça nous donne 0,002. Parce que log en base 10, c'est à peu près 2. Multiplié par 10 puissance moins 3, ça donne 0,002. Alors, pour 100, on va avoir log de 100, qui est égal à peu près à 5. 10 puissance moins 3, ça donne 0,005, etc. Donc, vous voyez que le temps ici, avec logarithme, c'est ça qu'il faut bien comprendre, il est très très faible, même quand on augmente la taille. Ici, on avait 10, ça donne 0,02, donc c'est très faible. Égal à 100, c'est encore 0,05. N égale à 1000, 0,09. Donc, vous voyez que ça reste, la logarithmique, elle reste faible. C'est quelque chose qu'on toujours, on espère justement obtenir des complexités logarithmiques parce que le temps d'exécution est rapide. On peut faire augmenter n encore plus, mais elle reste vraiment faible. Tout ça, c'est de l'ordre, c'est négligeable, c'est instantané, c'est très rapide. Quand on passe à la racinaire, racine carrée de n, alors racine carrée de 10, c'est 3 et quelques, donc ça donne ça, 0,003. Il ne faut pas oublier de multiplier à chaque fois par 10 puissance moins 3, qui est le temps d'exécution d'une unité. Ensuite, quand on passe à 100, racine carrée de 100, c'est 10. 10 multiplié par 10 puissance moins 3, ça donne 0,01. Et ici, ça donne 0,031. Donc, on voit que c'est encore faible, mais c'est quand même un peu moins que la logarithmique. Quand n est égal quand la complexité est de l'ordre de n,
Donc là, on a n, c'est 10. 10 puissance moins 3, c'est 0,01. Ici, on obtient 0,1 parce qu'on a 100 fois 10 puissance moins 3. Ici, on a 1000 10 puissance moins 3, ça fait 1 seconde. Voilà, donc tout, ça reste toujours bon, hein, parce que bon, pour n égale à 1000, on atteint la seconde, mais bon, ça reste quand même tolérable. Ensuite, pour n au carré, donc ça fait 10 puissance 2, ça fait 100, 100 par 10 puissance moins 3, ça donne 0,1. Ensuite, là, on a 100 au carré, ça va faire 10 000. 10 000 multiplié par 10 puissance moins 3, ça va faire 10. Et là, on va avoir 1000 au carré, ça va faire 10 puissance 6. Multiplié par 10 puissance moins 3, ça va donner 10 puissance 3. Et 10 puissance 3, ça c'est de l'ordre de 1000. Et 1000, alors on est à peu près ici, dans cet ordre-là. Bon, on sait que la minute, c'est 60 secondes. Donc, quand on convertit 1000 en secondes, on va trouver à peu près ça. Donc, vous voyez, déjà pour n au carré, bon, ça augmente, mais ça reste toujours raisonnable. 16 minutes, on peut attendre. À 4, n au cube. Donc, tout calcul fait, regardez qu'est-ce qui se passe. On a 1 seconde, ensuite 16 minutes, ensuite 11 jours pour pouvoir avoir le résultat. C'est déjà énorme. 11 jours, on ne peut pas attendre. C'est pour cela qu'il faut ici peut-être augmenter la puissance de calcul. Bon, ça, c'est ce qu'on va voir dans le tableau suivant. Donc, vous voyez que ici encore, c'est 31 ans pour pouvoir résoudre ce problème avec n égale à 1000. Et puis, alors là, pour la dernière, c'est vraiment le calvaire. Alors, pour n égale à 10, c'est très bien. Mais déjà, pour n égale à 100, c'est 10 puissance 6 millénaires. Donc ça, c'est impossible d'avoir le résultat. Même chose pour n égale à 1000. Donc, en conclusion, il faut vraiment mettre de côté tout ce qui est exponentiel. Alors, regardez, même quand on va augmenter la puissance de calcul, c'est-à-dire au lieu d'avoir une milliseconde comme unité de temps, on va mettre une microseconde. Donc ici, on va multiplier par 10 puissance moins 6. Et le résultat, c'est ça. Alors, le résultat, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va gagner pour certaines, voilà, jusqu'à 4, n à la puissance 4. N égale à 100, on peut aller jusqu'à la minute. 11 jours pour n égale à, c'est déjà exorbitant, donc on ne peut pas vraiment attendre. Par contre, pour l'exponentielle, là, franchement, c'est un algorithme qu'il faut jeter parce qu'on ne peut pas attendre tout ça. Par contre, bon, c'est très, très faible pour les petites tailles, comme n égale à 10, c'est très intéressant. C'est ça, là, en fin de compte, l'exponentielle. C'est que pour les petites valeurs, c'est très bien, mais dès qu'on augmente un tout petit peu, n égale à 100, vous voyez, c'est des millénaires, millénaires. Donc, en conclusion, si on tient compte de ces deux tableaux, ce qu'il faut se dire, c'est que, bon, quand on augmente quand même la puissance de calcul, on va encore améliorer là. Donc là, c'est de l'ordre de la microseconde, mais maintenant, nous avons des machines de l'ordre de la nanoseconde et même plus petites que ça. Et donc là, on peut jusqu'à n égale à la puissance 4, on peut avoir des résultats. Par contre, pour l'exponentielle, même si on augmente la puissance de calcul, là, ça sert à rien parce que, bon, ça sera des millénaires, et donc c'est pas la peine. Ça vaut pas le coup. Donc c'est cet algorithme-là qu'il faut rejeter.
Voilà, donc ça, c'est la première. Alors, c'est oui, enfin, c'est les trois premières questions. Donc là, on a évalué 1 heure, etc., pour pouvoir justement trouver ces opérations-là, parce qu'on veut tout avoir. Bon, quand on va faire le calcul, il sera exprimé en secondes, mais après, il va falloir convertir en jours, semaines, etc., pour avoir un ordre de grandeur réel. Alors, nous concluons que l'augmentation de la performance de la machine de calcul apporte les effets suivants. Si on augmente la machine, c'est ce qu'on a fait ici. On est passé de la microseconde à de la milliseconde à la microseconde. Donc, on peut améliorer le temps de calcul pour des complexités polynomiales. Et c'était le cas. Donc, si je prends le dernier n à la puissance 4, donc vous voyez qu'on est passé ici de 31 ans à 11 jours, ce qui n'est pas mal. Donc, ça, c'est un résultat très important. Donc, on peut améliorer le temps de calcul pour des complexités polynomiales, mais n'atténue en rien les valeurs prohibitives des complexités exponentielles, des grandes tailles de problèmes, et ne peut donc pas constituer une solution pour contourner le problème de l'explosion combinatoire. On a vu l'explosion combinatoire la dernière fois, et donc ça sert à rien d'augmenter la performance de la machine quand on a une complexité exponentielle. Par contre, pour les petites tailles, la fonction exponentielle est plus intéressante que certaines fonctions polynomiales, mais généralement, avec le big data, les tailles ont tendance à croître que de diminuer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice-là? Non. Voilà. Apparemment, c'est bon. Donc, alors, par contre, l'exercice 1.3, il est aussi intéressant. Alors, on va faire 1.3 et puis peut-être qu'on va s'arrêter parce que les autres, je vais vous envoyer le corriger. Voilà, on va faire le 1.3 avant de passer au chapitre 2. Alors, c'est un exercice intéressant. Alors, considérez le théorème suivant sur le PGCD. PGCD, c'est le plus grand commun diviseur. PGCD de A et B, comment on le calcule d'après la définition? Donc, on va diviser le A en nombre premier et donc on va décomposer. Voilà, on va décomposer A en nombre premier, le B pareil, et puis on prend tout ce qui sont en commun entre A et B. Ça, c'est la définition même du PGCD, plus grand commun diviseur. Donc, on divise A par les nombres premiers et on obtient donc une formule. On fait la même chose pour B et on prend tous les diviseurs communs, ils vont constituer le PGCD. On ne va pas travailler avec cette définition-là, mais on va travailler avec ce théorème-là. Alors, ce théorème, il dit la chose suivante. Le PGCD de A et de B, il est égal au PGCD de B avec A mod B. Voilà. Donc, utilisez le théorème pour écrire un algorithme itératif du calcul du PGCD de deux entiers A et B. Donc, on utilise ce théorème pour écrire un algorithme itératif. Calculer la complexité en temps de l'algorithme, écrire la version récursive, essayer de voir un petit exemple là pour
pour voir, parce qu'avant d'écrire l'algorithme, il faut bien comprendre d'abord l'algorithme, plutôt le théorème, essayer de faire beaucoup d'exemples pour mieux maîtriser le théorème afin justement de l'utiliser pour écrire l'algorithme itératif. Alors, on prend deux nombres quelconques. Alors, je prends 36. Allez, je vais le faire. PGCD de 36. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 36? On va faire peut-être 16, je ne sais pas, on va voir. Et 16. Voilà. Alors, d'après ce théorème, ce PGCD, il va être égal. Attendez, d'abord on utilise la définition du PGCD. Ensuite, on va voir l'application du théorème. Alors, 36. Elle est égale à quoi? On va le diviser par 2. C'est 2 fois 18. 18, c'est 2 fois 9. Et 9, c'est... Alors, si je fais des erreurs, vous m'arrêtez. 3 fois 3. Voilà, ce qui fait... J'ai 2 multiplié par 3, mais j'ai 2 à la puissance 2 et 3 à la puissance 2.